Bonjour, bienvenue pour ce live Facebook de Fonsorbe l'humain d'abord. On reprend ce que nous avions fait pendant la campagne électorale et maintenant en tant que conseillers municipaux. Donc avec moi ce soir, Françoise Bobo et Christophe Bonnet. On va essayer de faire cette dynamique tous les mois, au moins un live par mensuel, pour vous expliquer euh, les infos sur la commune, de la vie de la commune, nos positions, nos propositions, nos remarques, et puis surtout susciter l'échange, répondre à vos questions et pouvoir faire remonter les doléances qui s'exprimeront à travers ce live et échanger, recréer du dialogue comme on a toujours essayé de le faire. Euh, Avant d'aller plus avant dans ce live, je voudrais remercier la technique avec derrière, vous ne les voyez pas, mais il y a Jean-Luc, Yannick et Patrick. On les remercie chaleureusement. Et je vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels, on fait ce qu'on peut avec le matériel que l'on a. Donc s'il y a quelques imperfections, s'il y a quelques problèmes techniques, veuillez nous en excuser auparavant. Donc aujourd'hui, nous allons faire une présentation des élus, puisque sur l'ancien mandat, j'étais le seul élu au départ, rejoint par Sylvie Rancoli, Françoise Bobo. Aujourd'hui, donc, je l'ai dit, nous avons Françoise Bobo, Christophe Bonnet. Et puis, on présentera sur quelle commission on est, ce qu'on a commencé à faire depuis le début. Et après, on prendra un temps d'échange à travers des questions s'il y en a qui arrivent au niveau de Facebook et puis des différents points qu'on a déjà et des différentes propositions pardon, qu'on a déjà formulées au sein du conseil municipal. Sur la fin, nous prendrons un temps pour parler de la situation du Covid qui est problématique sur tout le territoire, mais aussi à Fonsorbe. Donc, on se fera un point là-dessus. Voilà. Et on terminera au bout d'une heure à peu près. On verra le temps, les questions, les interventions qu'il y a. Mais nous, on s'est fixé une heure d'émission. Mais je vais déjà laisser la parole à Françoise pour qu'elle explique dans quelle commission elle est, ses impressions en tant qu'élue dans Fonds Humain d'abord, comment elle a vécu ce début de mandat, puisqu'on est en place depuis depuis début juillet 2020. Françoise, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, je me présente, Françoise Bobo. Je fais partie des commissions du Centre d'action sociale, principalement. Alors, il gère le service logement, le service jardin partagé, les activités qu'il peut y avoir à la mosaïque des partages, qui se trouve aussi au CCAS, les aides permanentes. Alors ça, c'est des aides occasionnelles qu'on attribue aux personnes qui se trouvent en difficulté. Après, je suis aussi dans les commissions du personnel, commission élection, commission recrutement et commission de marché de plein vent. Voilà. Mais à savoir que principalement, moi, je suis partie sur la liste l'humain d'abord, c'était pour le social. Voilà. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Il faut s'occuper de tout le monde, quelle que soit la difficulté que la personne peut rencontrer. Voilà. Donc après, si on vous expliquera un peu plus en détail si vous avez besoin de quelques explications par rapport à ces demandes d'aide. Voilà. Je laisse la parole à. Françoise, tu peux dire comment tu vis ton début de mandat? Alors oui, donc alors, par rapport à notre équipe l'humain d'abord, c'est un travail qui est très collectif. Ça, par contre, j'apprécie beaucoup. Contrairement avec l'équipe de la majorité, c'est-à-dire le conseil municipal, qui, eux, travaillent en comité très restreint. Et d'ailleurs, il n'y a aucun travail en commun. Alors moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que pendant la campagne, j'avais rencontré des élus qui sont d'ailleurs sur la liste majoritaire et qui m'avaient dit c'est bien dommage qu'à ce mandat, on n'ait pas pu travailler en commun. Et je suis désolée que cette personne, elle est déjà oubliée. Voilà, c'est dommage. Parce que travailler en commun, on avancerait beaucoup plus vite et les conseils municipaux seraient beaucoup plus courts. Voilà, comme demande Madame le maire. Mais c'est de sa faute si on est obligé toujours à intervenir.
Du coup, Christophe, merci Françoise. Christophe, tu peux te présenter, dire sur quelle commission tu es? Oui, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, voilà, donc Christophe Bonnet, je suis membre de Fonds Sorbes Humain d'abord depuis 2014. J'étais déjà candidat sur la précédente élection et n'avais pas été élu. Donc, je travaille avec Jean-Claude depuis 2014 et comme d'autres membres de notre groupe, comme le disait Françoise, je travaillais sur l'ensemble des conseils municipaux depuis 2014. Voilà, donc maintenant, effectivement, depuis ce nouveau mandat, depuis juillet, donc je suis élu. C'est un autre travail. Il faut être voilà, présent sur les commissions, travailler de nombreux dossiers, même si nous n'avons peut-être pas tous les éléments. Heureusement, derrière nous, derrière ces 3 élus qui se présentent devant vous ce soir, il y a quand même une équipe avec des gens qui ont des compétences et qui nous soutiennent et nous aident, voilà, à essayer de décortiquer au mieux les dossiers qui nous sont transmis par la majorité. Voilà, donc actuellement, je suis sur plusieurs commissions, comme Françoise et Jean-Claude. On a essayé de se répartir un petit peu les tâches pour que tout le monde puisse, qu'on puisse être présent partout. Voilà, donc je suis aujourd'hui sur la commission développement durable. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que à cette commission sont rattachés des ateliers de l'agenda 21 qui sont ouverts à l'ensemble des citoyens de la commune où tout le monde peut aller travailler. Donc il y a dans ces agendas les cheminements doux, les déchets des énergies et ainsi que le patrimoine. Voilà, je suis aussi membre de la commission d'appel d'offres, de la commission implication citoyenne et communication. Je suis, alors de par mon métier un petit peu aussi, sur la commission travaux, patrimoine, services techniques, puisque je suis technicien territorial à Toulouse Métropole, en charge du suivi des commissions de sécurité dans les établissements recevant du public. Voilà. Je suis donc aussi également sur la commission qui traite de l'urbanisme et des voiries, de la voirie et des réseaux divers. D'ailleurs, il y aura un sujet qu'on pourra évoquer prochainement sur la modification du PLU, voilà, qui devrait être évoqué très rapidement. Et je suis également sur la dernière commission qui est celle de l'accessibilité aux personnes handicapées. Voilà. Pour l'instant, un petit peu. Donc, comme disait Françoise, effectivement, nous passons beaucoup de temps en conseil municipal parce que nous étudions les dossiers, parce que nous avons de nombreux questionnements. Et donc, Madame le maire a été un petit peu agacée, peut-être par nos très nombreuses interventions, mais c'est aussi le seul moyen de pouvoir obtenir des informations et que vous puissiez les retrouver après dans les procès-verbaux de tous les conseils municipaux, que l'ensemble de la population puisse avoir le maximum d'informations. Voilà, parce que nous-mêmes, en tant qu'élus, nous n'avons pas la totalité. Et donc, par ce biais-là, au niveau des conseils municipaux, puisque l'ensemble des propos sont retranscrits, ça vous permet d'avoir, nous semble-t-il, le maximum d'informations. Et d'essayer aussi de faire passer quelques envies, quelques propositions, voilà, qui nous semblent être essentielles pour notre commune. Voilà, Jean-Claude. Je pense avoir fait un bon tour sur ma présentation. On reviendra tout à l'heure sur quelques propositions qu'on a déjà faites. Peut-être tu peux dire ton sentiment, c'est ton premier mandat, première fois que tu es élu conseiller municipal. Comment s'est passée ta prise de fonction? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu peux en retirer après un peu plus de 4 mois? C'est très prenant. Comme je disais, comme on n'a pas tous les éléments, il faut travailler énormément. Voilà, travailler en équipe. Heureusement que derrière nous, il y a quand même des personnes qui sont là pour nous aider, nous conseiller, nous donner leur point de vue. J'avais très peu pris la parole en public, voilà. Je pense qu'au niveau du conseil municipal, comme mes collègues, Jean-Claude et Françoise, j'ai pris la mesure de la tâche et je participe au maximum de ce que je peux. Voilà. Après, bon, madame le maire, comme je vous le disais un petit peu,
a du mal avec ce que l'on fait, ce que l'on dit. Donc, elle a du mal à nous laisser la parole. Mais on continuera toujours à être présent et à essayer d'approfondir au maximum les sujets qui nous sont proposés, qui sont proposés à notre vote. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, sur beaucoup d'interventions qu'on a faites depuis le début de ce nouveau mandat, c'est beaucoup d'interventions au niveau technique pour faire préciser des points qui étaient à l'ordre du jour du conseil municipal, où il manquait des informations, il manquait des documents. Et en cela, on retrouve le fonctionnement, je dirais presque empire des 6 ans avant. Si là aussi, les sujets étaient maîtrisés, si on avait tous les documents qui étaient présentés, ça irait mieux. Et sans aller sur des affrontements entre guillemets de fond, rien que déjà par nos questions techniques et demander d'avoir des précisions pour savoir quel vote on doit faire en fonction des éléments qui manquent. Donc forcément, rien que ça agace. On n'est pas rentré encore dans affirmer des positions que je vais qualifier de plus politiques. Mais ça viendra, on aura l'occasion d'en reparler tout au long des lives lors de ces années de mandat. Je vais quand même dire moi sur quelle commission je suis, puisque je suis aussi sur des commissions. Donc, je suis sur les affaires scolaires enfance, jeunesse, sur la commission culture. Une parenthèse, on sent qu'il y a une ouverture là d'aller vers une culture qui soit plus accessible à tous. La gratuité de la médiathèque et de la ludothèque qui a été instaurée dès cet été, dont on se félicite, montre que c'est une réussite puisque les fréquentations sont en nombre très important, donc on en est très content. Je suis sur la commission aussi développement économique, emploi, relations avec les entreprises. C'est la seule commission qui n'a pas encore démarré, alors que vu le contexte, il nous semble que ça devrait être un impératif aussi, comme les actions au niveau du CCAS. Très surpris qu'ils n'aient pas déclenché ça. Donc nous, on va prendre l'initiative de demander qu'elles se réunissent. Enfin, je suis aussi sur la commission intercommunalité, aménagement du territoire. On y reviendra tout à l'heure. Sport, vie associative, animation de la ville et tranquillité publique et prévention. Voilà, c'est vrai que ça fait des choses assez chargées, mais on essaye de travailler tous ensemble et puis avec tout le reste de l'équipe sur tous ces sujets qui font la vie de la commune et on voit que c'est complexe. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées, sinon on va continuer. Alors je demande à la technique s'il y a des questions qui sont arrivées. Juste, Jean-Claude, je voulais rebondir un petit peu effectivement sur ce que tu as dit par rapport à la commission qui n'avait pas démarré. Il y en a une autre malheureusement aussi qui n'a pas démarré aujourd'hui, c'est la commission handicap. C'est très regrettable puisque en fait aujourd'hui cette notion d'handicap, de gestion du handicap est transversale à tous les projets de la commune, que ce soit dans les bâtiments, sur la voirie, etc. Aujourd'hui même voilà. Le plus bel exemple, c'est lors du dernier conseil municipal, la municipalité a créé un nouveau passage piéton sur la route de Brago pour faciliter l'accès des élèves au bus et a carrément oublié de faire un passage bateau ou de déplacer ce passage à un autre endroit qui puisse être accessible aux personnes en fauteuil roulant. Aujourd'hui, voilà, il nous semble quand même regrettable que cette commission n'ait toujours pas démarré au vu des futurs travaux ou dans l'éventualité de tout ce qui va se passer. On aurait dû déjà commencer à faire des travaux au niveau de cette commission-là aussi. Oui, tu as tout à fait raison, Christophe, d'autant plus que il y a quand même, la commune a pris beaucoup de retard sur tous les équipements déjà existants et qu'il y a encore beaucoup d'aménagements à faire pour rendre notre commune accessible à l'ensemble des personnes ayant des difficultés, quelles qu'elles soient. C'est d'ailleurs aussi, excuse-moi Jean-Claude, une obligation légale. Tous les projets doivent prendre en compte maintenant l'ensemble des handicaps. Et la création d'un passage piéton en fait partie aussi, malheureusement. Et ce n'est pas traité par notre majorité. Avec ce qui nous tient à cœur sur ce sujet,
c'est qu'il y a les normes, les règles qui sont imposées, mais il y a aussi l'utilisation qu'en font les gens. Il y a des équipements qui peuvent correspondre aux règles, mais qui ne sont pas forcément facilitants dans leur usage. Et je pense notamment aux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite installées à Cantelose, où il y a une petite bordure. Alors, ils sont réglementaires, sauf qu'ils ne sont pas pratiques. Et là, la commission accessibilité, en faisant aussi appel à des personnes qui ont la connaissance et puis qui connaissent ce sujet, peuvent permettre d'éviter ce genre d'impair et de vraiment créer des équipements qui soient accessibles à tous. Donc, on va continuer, sauf s'il y a des questions qui sont arrivées. Je ne sais pas si parmi Oui. ceux qui sont. Oui, nous avons déjà des questions. Bonsoir. Alors, la première question, c'est concernant l'autre opposition Fonsorbe vers l'avenir. Est-ce que Fonsorbe vers l'avenir vous épaule sur les sujets qui posent question? Alors, c'est quoi les sujets qui posent question? Est-ce qu'on va poser les mêmes questions? Je ne suis pas sûr. On va y venir tout à l'heure, on parlera de l'eau puis d'autres sujets. Je pense que c'est très tôt pour le dire. Sur certains points, on sent quelques prémices, mais on reste pour l'instant très prudent. Et on a du mal à voir le positionnement de Fonsorbe vers l'avenir pour l'instant. On sent que sur certaines commissions, il y a quelques prises de parole, des points où on se retrouve, mais laissons le temps pour voir comment ça va évoluer. Je ne sais pas si Christophe et Françoise voulaient rajouter quelque chose sur ce point. Oui, alors, moi je vais par contre parler par rapport au social. C'est vrai que l'élu qui participe de Fonsorbe vers l'avenir est sur le même point de vue que nous. Voilà, ça c'est quand même un avantage. Voilà. Au point de vue du social, tous les deux, on se retrouve et on a toujours les mêmes accords. C'est quand même quelqu'un qui est déjà investi dans le social auparavant. Donc, il sait de quoi on parle, mais par contre, bon, il est étonné de voir un petit peu parce que lui, c'est la première fois qu'il participe sur ce mandat. Et c'est vrai qu'il découvre un petit peu le fonctionnement des commissions et voilà, il est très déçu du fonctionnement. Et les dossiers ne sont pas spécialement bien étudiés. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les prochaines commissions. Christophe, tu veux compléter? Oui, mais comme Françoise, je me retrouve avec cette personne sur certaines commissions et c'est aussi quelqu'un de très actif comme nous qui cherche à obtenir plus d'informations, à essayer de gratter et d'essayer de comprendre au maximum les dossiers sur lesquels on doit travailler. Voilà. Dire après, on sent quand même une certaine, on sent que quand même il y a quand même une certaine proximité avec Madame le maire. Alors peut-être c'est dû au fait que Monsieur Maillet soit conseiller communautaire, qu'ils aient d'autres travaux à réaliser ensemble. Voilà, comme dit Jean-Claude, attendons de voir, mais après on continuera à travailler sur les commissions et on essaiera peut-être oui, de se rapprocher pour faire avancer au maximum la vie de la cité. Avec eux, peut-être. En tout cas, moi, j'ai noté la question. On y reviendra dans quelques mois pour essayer d'y répondre plus précisément. Je compléterai que sur la question du développement durable et de l'écologie, nous restons en pointe. Et là, je pense qu'on est largement en avance sur tous les autres qui en font un sujet, je dirais, une forme de langage, mais qui n'est pas réellement perçu, interprété et porté. On sent que c'est un effet de mode, donc on sort développement durable, mais on se demande, et là je vais y inclure l'autre groupe de la majorité municipale vers l'avenir, on se demande s'ils ont vraiment réfléchi à toutes ces questions de manière globale et pour la commune.
Peut-être pas, puisque comme on l'a évoqué lors du dernier conseil municipal, quand je parlais tout à l'heure des passages piétons, nous avons fait la proposition d'utiliser des éclairages des éclairages à LED avec une détection, puisque ce sont que des éclairages de passage piéton, quoi. Autant ne pas éclairer toute la nuit, c'est pas vraiment utile. Surtout que ce passage piéton au niveau de la route de Brago était destiné aux élèves, donc plus sur une tranche horaire du matin et une tranche horaire du soir. Donc voilà, on a reçu le fait de nous recevoir de la part de Madame le maire. Espérons que peut-être le nouveau président du SDEG qui s'occupe donc le SDEG, c'est l'entité qui s'occupe des travaux d'éclairage au niveau de l'Haute-Garonne, en espérant que le nouveau président de cette instance fasse un peu plus au niveau du développement durable et aille peut-être dans notre sens sur de l'éclairage à LED et de la détection sur l'éclairage public. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées ou sinon on va aborder un autre sujet. Oui, une autre question sur les équipes en place ou la mise en place d'équipes. Est-ce que vous êtes optimiste concernant les nouveaux élus urbanisme et leur future gestion des dossiers? Christophe, je te laisse répondre. Oui, on a un nouvel élu responsable, un nouvel adjoint à l'urbanisme. Pour l'instant, nous n'avons pas travaillé spécialement, on fait de gros travaux sur cette commission. Nous avons eu d'abord droit à la présentation du service par la responsable du service d'ailleurs. Voilà, donc un avis aujourd'hui tranché sur l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Je ne peux pas en avoir. Nous allons rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus dans le dur maintenant avec la nouvelle révision ou modification du PLU, je ne sais plus. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça va pouvoir se passer. On a une prochaine réunion dès lundi soir pour démarrer là-dessus. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Tu peux expliquer, Christophe, pourquoi il y a cette révision du PLU alors qu'il a été adopté en ce début d'année? Alors, pour quelle raison? Pour une majorité, sont des points qui ont été demandés donc, par la préfecture, par le service de l'État, des modifications sur certains articles, où il va falloir donc que l'on retravaille, que ce soit modifié pour être en conformité avec la loi, en grosse partie. Et après, quelques petites modifications mineures sur des mots, des phrases, des têtes de chapitres, de paragraphes. Voilà. Mais la majorité sont des points qui ont été demandés qui sont à la demande de l'État. D'accord. Mais parce que c'est des points, l'État demande à les revoir parce qu'ils ne sont pas conformes, mais ça veut dire que dans l'élaboration du PLU, ça n'avait pas été évoqué, c'était passé à côté. Est-ce qu'il y avait des gens qui l'avaient relevé? Tu as pu analyser ça? Des gens qui l'avaient relevé, en partie, François Blumen d'abord avait relevé certains points, oui. Voilà. Il va y avoir aussi un petit retour sur le coefficient biotope qui avait été demandé par l'autre équipe, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Après, effectivement, bon, je reprends la commission, je dois travailler énormément avec Jean-Claude sur ce sujet. Voilà, ça va aller crescendo. Pour l'instant, on a une présentation assez rapide des points à voir. Nous allons travailler de concert avec Jean-Claude et d'autres personnes de l'équipe qui sont plus au fait de l'urbanisme pour essayer de régler tous ces petits points et essayer d'enclencher aussi une nouvelle dynamique et essayer de régler d'autres problèmes. Je faisais le taquin en posant cette question, parce que moi j'avais la réponse. Qu'on avait demandé que le PLU ne soit pas adopté parce qu'il y avait beaucoup de points qui nous paraissaient encore peu clairs ou ne pas correspondre aux règles. Il fallait passer coûte que coûte avant les élections et on se retrouve à faire une modification en suivant. Voilà. On peut regretter que cette précipitation nous amène à ça et on sera
on vous informera du coût que ça va entraîner supplémentaire. Le coût, on le connaît déjà. Pour un coût, c'est un coût de 7 500 € dans un premier temps. Voilà, pour faire travailler le cabinet du urbaniste qui travaille sur le sujet. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, on va en profiter pour vous dire un peu, vous dire les actions qu'on a commencé à mener, ce qu'on a essayé de faire avancer. Peut-être, Françoise, tu pourrais nous parler au niveau du personnel, les remarques que tu as fait, les points que tu as qui te sensibilisent et que tu veux faire avancer. Et je pense notamment au matériel qui fait défaut. Oui, alors, donc c'était par rapport au matériel, surtout, alors, les EPI. Alors, les EPI, c'est quand même une protection qui est obligatoire. Et apparemment, quand un agent arrive, qu'il lui faut une protection, un casque, un blouson, voilà, il faut faire un bond et attendre quand même à peu près 4 semaines pour avoir l'accord. Donc, les agents travaillent avec des EPI qui sont, on va dire, dans le placard que leurs collègues ne se servent plus et on lui prête cette protection. Donc, voilà, c'est quand même dommageable de dire, voilà, il faut attendre 4 semaines. S'il arrive quelque chose à l'agent, je trouve que c'est quand même un peu léger. Après, moi, par rapport à du matériel que j'ai pu constater en me promenant dans le Consorbe, il y a du matériel qui est quand même maintenant, au vu des problèmes de santé des agents, l'usure, qu'il faudrait revoir, de changer parce qu'il y a quand même une évolution sur le matériel. Je parlerai par exemple de l'aspirateur à feuilles qui date, je ne sais pas de combien d'années. Le tuyau, il est cassé, il y a des ressorts qui ressortent partout, il est scotché de partout, il fait que se boucher et il est très lourd. Voilà. Moi, je les ai vus travailler. C'est inadmissible de laisser des personnes travailler comme ça, ramasser des feuilles. En plus, voilà, comme vous pouvez voir, on est en grande période de ramassage de feuilles. Et donc, je peux vous dire que là, normal que les agents souffrent. Voilà. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas autorisé. Ça, c'est sûr que... Je rebondis, Françoise. Je veux en profiter pour dire aux habitants de Fonsorbe, ne vous en prenez pas aux agents de la commune, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est les élus qu'il faut interpeller. Beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à faire correctement ou qu'ils ne peuvent pas faire ou qui ne fonctionnent pas, c'est parce que derrière, le matériel n'est pas adapté, ce que vient de dire Françoise, ou les bons choix n'ont pas été faits, ou ils n'ont pas les bonnes consignes, et ils sont face à des lourdeurs qui sont relativement impressionnantes, des choses qui devraient être réglées dans la journée, prennent 3-4 semaines, ce qui est assez usant et épuisant. Donc, entendez bien ce message, ne vous en prenez pas aux agents qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Est-ce que tu peux dire un mot, Françoise, sur les postes? C'est une question qui nous et le besoin en personnel qui nous occupe. Par rapport à ce que tu veux dire. Comment? Je ne comprends pas ce que tu veux me demander. Par rapport aux agents, on soulevait la question de savoir dans les services est-ce qu'il y avait besoin de personnel supplémentaire. Oui. Alors, par rapport à la gestion du temps de travail du personnel, alors le personnel, il y a eu des réunions. Et moi, j'ai rencontré du personnel. Jean-Claude a rencontré du personnel. Il a été remonté qu'il manquait du personnel, mais d'après la municipalité, étant donné qu'il y a une réorganisation du travail, ce n'est pas nécessaire. On va revoir ça, la réorganisation, tout va être résolu. Voilà. Et donc après, c'est une usure du personnel, toujours pareil. Et après, on arrive à des arrêts maladie, et que la mairie se plaint d'ailleurs des arrêts maladie qui sont nombreux. Mais bon, ce qui est un petit peu dommageable, c'est on va aller pinailler pour 2 heures à une personne. Voilà. On demande de donner
2 heures supplémentaires, admettons, elle est à 32, on demande à passer à 34 ou 35, voilà, ce n'est pas possible. Voilà. C'est toujours le budget, toujours le budget. Et après, on ne pense pas à l'humain. Et c'est vrai que la ligne du 012, comme on peut toujours nous dire en conseil municipal, elle n'a pas augmenté tant que ça, si ce n'est qu'elle a augmenté par rapport à l'avancement des échelons et au personnel qui ont passé des concours, qui les ont obtenus, ce qui est tout à fait normal. Moi, on est tous d'accord de les faire évoluer. On est là pour ça et tant mieux pour eux. Ils réussissent, ils ont le mérite. Mais après, je pense que le personnel, on en a besoin davantage dans certains services. Il apparaît assez clairement que par rapport à toutes les missions que doit faire la commune, beaucoup de services sont sous-dimensionnés. On a posé la question en conseil municipal. Cette présentation nous sera faite en décembre puisqu'il n'avait pas encore la vue globale des besoins. Ça fait 6 ans qu'il gère la commune et il devrait savoir où il y a besoin. En tout cas, sur les commissions et en discutant avec les agents, il y a des besoins qui se font sentir et qui sont relativement importants. Il y a, alors, pour être très précis, il y a des postes qui vont être créés à la police municipale, ce qui était une chose. Nous, on le revendiquait dans notre programme de la campagne des municipales. Mais il y a bien d'autres services où il faudrait du personnel supplémentaire par rapport aux missions qui sont dévolues, en sachant que c'est des questions très épineuses par rapport au budget, que pour faire n'importe quoi, on n'est pas une commune qui a un budget extensible, mais ceci dit, pour répondre aux missions, il y a besoin d'étoffer certains services. Ça nous paraît incontournable. On va continuer, sauf s'il y a… Françoise, c'est bon, tu voulais rajouter quelque chose sur les agents? Alors après, voilà, si des agents, parce que malheureusement, on fait un petit peu barrage, hein, les agents, on ne peut pas toujours les contacter et c'est bien dommage. Et si les agents, à l'heure d'aujourd'hui, viennent voir un élu de l'opposition, l'élu, automatiquement, il va être fiché. Voilà, ce n'est pas du tout apprécié par la municipalité, la majorité. Donc, ce qui est dommage aussi, parce que ça aussi, ça fait partie du travail en commun. Moi, j'ai rencontré M. Canio, qui est des services techniques, qui est de la majorité. J'ai discuté avec lui sur certains points. Ça s'est très, très bien passé. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris le système et qui, là-dessus, est d'accord de travailler en commun. Mais après, d'autres élus le prennent très, très mal que des agents viennent nous rencontrer à nous. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et je dis aux agents… Préciser qui c'est, M. Canio? Alors, M. Canio, il est responsable des services techniques. C'est un élu, un adjoint, voilà, de la majorité. Donc, là aussi, hein, il faut faire avancer les pratiques. Il est normal de discuter, d'échanger, et c'est le rôle des élus, quels qu'ils soient, de la majorité ou de la minorité municipale, d'aller échanger avec les agents, avec les associations. Il faut arriver à libérer cette parole et cette façon de vouloir concevoir le pouvoir en gardant des informations, en évitant que le dialogue se crée. Nous, on continuera à aller échanger le plus possible avec les gens et on invite tout le monde à le faire. C'est primordial pour le bon fonctionnement de la démocratie communale. On va continuer, sauf si on me dit qu'il y a une question, on la prend, on y répond. Non, pas de nouvelles questions pour l'instant avec les sujets abordés. Christophe, tout à l'heure, tu évoquais l'éclairage des passages piétons. En termes de développement durable, il me semble que nous avons fait une autre proposition qui n'a pas été entendue autour des pistes cyclables. Oui, lors d'un conseil municipal, donc, il nous a été demandé de voter la modification du PLU pour la ville de Saïs, qui va prochainement donc, construire un nouveau collège sur son territoire. À ce collège seront normalement rattachés les enfants des quartiers d'Ikolungo et des Nogueris. Et nous avons donc
nous avons demandé que soit lancée une étude éventuelle sur une piste cyclable qui puisse amener donc, les petits fonds sorbets à ce collège, sachant que nous avions déjà fait Jean-Claude, l'ancienne municipalité, avec Jean-Claude et Françoise participaient. Sur le dernier mandat, une piste cyclable devait arriver de Seyss jusqu'à la limite de Fonsorbe, dans ce secteur-là. Voilà, donc c'était juste de faire un raccord sur cette future piste pour amener. Et là, pareil, donc on nous a dit que c'était beaucoup trop cher, qu'on ne se rendait pas compte du budget que cela pouvait coûter. C'est Madame la maire donc, qui nous a indiqué un tarif de 1 200 € le mètre linéaire. Donc c'était hors de prix. Mais là, n'était pas notre question de réaliser cette piste immédiatement, mais de faire l'étude et de voir un petit peu avec le Muretin Agglo et le conseil départemental, puisque les deux travaillent sur des projets de pistes cyclables d'intercommunication entre les communes pour limiter maintenant de plus en plus la voiture, les déplacements en véhicule terrestre. Donc voilà, c'était encore une proposition qui nous a été totalement refusée, en espérant que ce soit quand même que la majorité puisse peut-être y réfléchir et que peut-être que bientôt on en reparlera. Voilà. Encore une proposition, nous sommes quand même plus qu'une opposition, une minorité qui essaye d'être constructive et de faire des propositions et pas être tout le temps dans la déconstruction ou dans la critique. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on a entendu, c'est que c'est souvent trop cher pour la commune de Fonsorbe de faire des choses. On se le met derrière l'oreille parce qu'on en reparlera pour d'autres projets qui, suivant de quoi on parle, là, c'est pas trop cher. Enfin, c'est assez surprenant. Mais la question de permettre à des jeunes de se déplacer en toute sécurité, moi, ça me gêne toujours qu'on dise c'est trop cher. Voilà, qu'on fasse un choix, mais qu'on dise c'est trop cher, c'est très embêtant. En lien avec les questions de développement durable, mais d'habitat, d'urbanisme, il me semble que, enfin, nous avons fait une proposition par rapport à la gare, à l'ancienne gare de la commune. Christophe, tu peux dire un peu ce qu'il en est, quelle était notre proposition? Alors oui, le bâtiment de la gare est délaissé depuis maintenant combien, peut-être 4-5 ans. Il se dégrade, donc déjà sur le précédent mandat, donc Fonsorbe Lumen d'abord avait demandé à ce qu'il y ait un projet, et les autres groupes d'ailleurs aussi avaient demandé à ce que quelque chose soit étudié sur ce bâtiment-là. Aujourd'hui, rien n'a bougé. Le bâtiment se dégrade. Il n'y a même pas de protection du bâtiment. On savait qu'il y avait des problèmes sur les planchers, des fissurations sur les façades. Aujourd'hui, aucun moyen de sauvegarde n'a été mis en œuvre par la municipalité. Donc, nous souhaiterions que ce bâtiment puisse revivre et puisse être peut-être là pour accueillir des associations et enfin, d'autres activités puissent revivre et qu'on ne laisse pas partir en péril comme ça le patrimoine communal. Voilà. Alors, nous ferons des propositions prochainement dans les instances à la municipalité. Aujourd'hui, ce sont des études que nous avions vues, nous, dans le cadre de notre campagne électorale. Nous avions réfléchi et on essaiera d'en parler prochainement avec la majorité. Alors, et les administrés. Alors ça, c'est oui. notre souhait. Mais est-ce que c'est le souhait de tous au sein de cette commune et de ce conseil municipal? Je n'en suis pas persuadé. Pour rebondir sur ce que disait Christophe, lorsqu'on a posé cette question en conseil municipal et fait la proposition qu'une commission se mette en place, on a eu un double discours, un discours de dire nous, majorité, on réfléchira, une fois qu'on aura réfléchi, on vous le dira, et un autre discours de notre composant de la majorité de dire mais non, on mettra en place des commissions participatives avec des habitants pour réfléchir ensemble au projet. Donc la suite nous permettra de voir quelle solution est retenue. On pense que vu ce bien communal qui fait référence aussi à des éléments de l'histoire et notamment de la résistance sur Fonsorbe, que ça sera un travail collectif avec les habitants
autour de la réhabilitation de ce bâtiment et d'en faire quelque chose pour que ça soit utile aujourd'hui. En parlant de moralisation, je vais faire un lien aussi. Nous avons demandé pour la vente des biens communaux que des règles soient mises en place, en faisant peut-être des ventes aux enchères, de manière que les choses soient claires et d'éviter toutes éventuelles incompréhensions ou problèmes à l'occasion de la vente des biens communaux. Un accord de principe a été donné pour réfléchir et voir ces modalités, donc on en est très content et très ravi. On verra si dans les mois qui viennent on arrive à le mettre en place, puisque les discussions qu'il y a eu après, nous avons senti un enthousiasme qui était retombé sur cette question-là. Donc on verra et puis on vous tiendra au courant. Françoise, est-ce que tu peux nous parler au niveau en lien avec le CCAS, du repas des aînés, puisque chaque fin d'année ou début d'année, il y avait un repas organisé par la commune pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'il en est en lien avec l'épidémie, là, qu'est-ce qu'il en est? Alors, aujourd'hui, au dernier conseil d'administration du CCAS, qui a eu lieu le 5 octobre, il a été question d'annuler le repas, ce qui est quand même plus prudent vu la situation où on est. On ne va pas mettre nos aînés en danger pour dire de s'amuser 3 heures et les retrouver tous malades. Donc, il a été proposé des bons, mais bon, les bons, ça faisait une petite somme très modique par personne, ce n'était pas représentatif. Et après, il a été proposé une séance de cinéma ou un spectacle, voilà, mais sans le repas. Et donc, moi, j'ai réfléchi, et c'est vrai que ce qui serait faisable et assez intéressant, ça serait un panier gourmand qu'on distribuerait à toutes les personnes qui, normalement, étaient conviées au repas des aînés. Voilà. Ou alors après, j'ai réfléchi, mais bon, ça, je n'ai pas encore vu si dans le temps comment on peut l'organiser. C'était voir un traiteur, parce que c'est vrai qu'eux aussi souffrent de la crise, malheureusement. Toutes les animations sont annulées, donc ils n'ont aucun repas, ni de mariage, ni des repas des aînés, tout ça. Et ça aurait pu être de solliciter un traiteur et de voir avec lui, de faire une distribution de repas améliorée, qu'il aurait pu servir au repas des aînés et qu'on lui distribue directement à domicile aux personnes qui pouvaient justement participer à ce repas. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on va proposer en commission CCAS, que je souhaite pouvoir avoir rapidement, qu'on puisse en parler et que les personnes soient informées très rapidement. Parce que je pense que les aînés attendent quand même ce repas. Voilà, c'est une sortie, ils retrouvent les anciennes, ils dansent entre eux, c'est quand même quelque chose de très convivial et qui leur tient à cœur. Donc, il faut leur faire voir qu'on pense quand même à eux. Oui, tout à fait. Je pense que pour la commune, c'est un moment fort qu'il faut. Donc, on ne pourra pas se faire dans les mêmes termes que les années précédentes, mais il faudra marquer le coup d'une manière ou d'une autre. J'en profite pour rappeler que les conseils d'administration du CCAS sont publics, comme un conseil municipal, et que c'est toujours très intéressant d'y assister, de voir qui prend la parole, comment les débats se font, c'est toujours très formateur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, pour rejoindre justement, tant qu'on est sur les aînés, il y a aussi le problème du déplacement des aînés. Voilà, moi, je rencontre des personnes d'un certain âge et je les véhicule personnellement, voilà, pour aller à des rendez-vous. Et c'est quand même dommage, ou alors au centre de radiologie, chez la podologue. Voilà, c'est quand même des choses qui sont importantes pour elles. Et je pense que pour le CCAS, il va falloir, je pense, prendre une initiative et travailler ensemble aussi. Et ça, c'était une idée de notre programme, une navette, voilà, pour les personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'on leur dit d'aller aux activités à la mosaïque des partages qui se trouve aussi au CCAS, au bâtiment en briquette quand vous descendez l'avenue de la Gare. Et ces personnes-là, elles me disent, on peut descendre, mais c'est pour remonter.
c'est trop difficile et c'est trop loin. Voilà. Donc, je pense qu'une navette, ça va être vraiment urgent à voir pour avoir le financement et voir comment on peut le mettre en place. Parce que c'est tout à fait faisable. Voilà. Mais il faut s'en donner la C'est peine. quelque chose que nous, on va porter, parce qu'il y a, tu disais, Françoise, hein, des personnes âgées, mais il y a des personnes isolées, il y a des personnes à Isolé, voilà. mobilité réduite qui sont des fois embêtées et gênées pour se déplacer. On a une commune qui est très étendue et avec une partie pentue qui met en difficulté effectivement certaines personnes. Et il faut qu'on arrive à trouver, et il faut qu'on pousse pour que des solutions soient trouvées, pour qu'ils puissent se déplacer librement et aller sur tous les espaces de service public de la commune. On va tout faire pour que ça avance de ce côté-là. Comme l'heure avance, je vais faire un point moi, sur un sujet important en lien avec le Muretais Agglo, qui est la question de l'eau. Pour expliquer en 2 mots, la commune est alimentée en eau via un syndicat qui s'appelle le SIEC. Donc, plusieurs communes sont adhérentes à ce syndicat, des élus siègent et dirigent ce syndicat. Au niveau du Muretais Agglo, il y a un autre syndicat qui s'appelle le SAGE et il y a Muret qui a sa propre régie. On est sur un territoire où la distribution de l'eau se fait par donc, des syndicats, ce qui veut dire des services publics. Tous les élus sont d'accord pour rester dans ce fonctionnement-là et il n'y a pas eu d'expression d'aller vers le service public, ce qu'on se félicite puisque les services publics permettent de garantir un prix de l'eau qui est plus intéressant que les autres et puis c'est une autre approche que les sociétés privées qui sont des très grosses sociétés qui vont devoir générer des profits pour leurs actionnaires. Donc, jusqu'à présent, on était donc au siècle. Il se trouve que plusieurs communes du Muretais Agglo qui étaient aussi au siècle ont demandé à sortir du siècle. La question de l'eau est une compétence du Muretais Agglo, mais qu'elle avait pris et redonné aux communes. Donc, il a fallu un vote du conseil communautaire pour autoriser les communes à sortir du siècle. Donc, ça a été fait sur le dernier conseil communautaire. Et donc, les 14 communes, je pense de mémoire, qui font partie du siècle et du Muretais Agglo ont jusqu'au 31 décembre pour dire maintenant, oui, on reste au siècle, non, on s'en va et on va ailleurs. Donc ailleurs, ça peut être le SAGE, qui est l'autre syndicat qui couvre le Muretais Agglo, ou Réseau 31, qui est une structure départementale qui couvre de nombreuses communes sur le département. Alors, l'enjeu, il est parti, enfin, la question est partie de certaines communes qui se plaignaient de la façon dont était géré le siècle, qui n'avaient pas les équipements qu'il fallait ou qu'ils demandaient, et donc un sérieux problème de gouvernance. Ce qui nous a étonné, c'est que pendant 6 ans, on n'en a jamais entendu parler. Nous sommes revenus plusieurs fois à ce sujet en conseil municipal. Nous avons demandé les budgets pour avoir des éléments, chose qu'on n'a jamais eu. En lisant les PV des conseils d'administration, en lisant les comptes rendus de réunion, aucun problème n'émergeait. Et là, tout d'un coup, on se retrouve face à un grave problème de gouvernance et on voit que le siècle ne répond pas aux besoins de plusieurs communes, dont celle de Fonsorbe. Et je vais vous prendre un exemple, c'est les fuites d'eau. Le siècle disait il n'y a pas de problème avec les fuites d'eau. On a appris dernièrement que c'est bien la pression et sûrement des produits dans les tuyaux qui entraînent des fuites d'eau. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on va relancer et qui touche de nombreux Fonsorbais, puisque on est malheureusement nombreux à avoir eu des fuites sur notre réseau d'approvisionnement en eau. Derrière donc on voit bien que là, il y avait des dysfonctionnements. On a appris aussi à cette occasion que les travaux qui étaient faits sur une commune étaient pris en charge par le siècle. Ça nous a étonné puisqu'il y a des travaux qui ont été faits sur la commune et la commune en a pris en charge une partie. Et pour renforcer le réseau en eau potable de Bido à Igolongo, on disait que ça coûtait trop cher, mais si c'est le siècle qui finance, on ne voit pas en quoi ça coûte trop cher pour la commune. Donc là, c'est des nouveaux sujets qu'on a découverts, que l'on va travailler, et avec cette interrogation de savoir que va faire la commune, est-ce qu'elle va rester au siècle,
ou passer au SAGE ou à Réseau 31. Un des enjeux, c'est le prix de l'eau. Le prix de l'eau au siècle est très élevé. Donc, ce qui serait le plus intéressant, ça serait en termes de prix, de tarifs, ça serait le SAGE. Alors, on ne va pas rentrer, je parle de les chiffres parce que ça se discute aussi avec Réseau 31. Mais en tout cas, de garder aussi nos gouvernances locales. Donc, c'était des sacrées questions. Donc, la commission intercommunale a décidé de faire un courrier à tous les maires, à toutes les communes concernées et aux deux présidents de ces deux syndicats pour proposer une fusion de ces deux entités qui serait sûrement la meilleure solution, puisque derrière, c'est aussi une logique de développement du territoire et de solidarité du territoire, puisque le SAGE et les communes numérotées à on est des communes plus urbaines. Le siècle couvre des communes rurales qui n'ont pas les mêmes moyens et qui n'auraient plus les mêmes moyens pour fonctionner. Donc, c'est aussi un enjeu qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, ça, c'est une démarche qu'on a fait l'ensemble des composants du conseil municipal en étant d'accord sur ces points-là. Et je dois dire que là, le travail qui a été fait sur cette instance s'est fait de manière collégiale dans l'échange, la discussion, et on essaye d'avancer collectivement, ce qui nous paraît très important puisque c'est un sujet qui va impliquer tous les fonds sorbets. Donc là, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, les trois groupes qui composent le conseil municipal, de savoir où on va. On en a profité pour poser et mettre aussi en paramètre dans les choix à faire, c'est la question de l'avenir de l'eau, puisqu'on sait qu'on va être sur des problèmes d'hydrométrie, de sécheresse dans les années à venir. Donc, quelle est la solution qui nous garantit d'avoir de l'eau tout le temps? La question de la qualité de l'eau, puisqu'on sait qu'il y a des évaluations qui ont été faites avec de l'eau qui n'est pas forcément, il y a des indicateurs qui ne sont pas très bons sur au moins 2 produits. Et donc, aussi, quelle est la régie qui s'engage à fournir la qualité de l'eau la meilleure possible et en tout cas d'améliorer ses performances. Donc, c'est aussi des questions primordiales et donc aussi la résorption des fuites parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser partir de l'eau dans la nature comme ça, de l'eau qui a été traitée. Voilà. C'est des questions de fond. On a une prochaine réunion la semaine prochaine et c'est des choses qui doivent être actées avant le 31 décembre en sachant que le préfet dans l'État aura son mot à dire et risque de, pour faire attention à la couverture du territoire et que le service public et l'approvisionnement à l'eau soit fait sur l'ensemble de la commune, il risque de dire de fixer notre règle du jeu et de ne pas être d'accord que des communes comme la nôtre quittent le siècle si ça devait être la solution retenue. Donc, à voir, mais ça soulève beaucoup de questions. Et la première, c'est la gouvernance de ces instances et comment il y a des élus qui sont d'une extrême passivité et on voit ce que cela amène et à quoi ça conduit. Voilà, je crois que c'était important de donner ces informations sur l'eau parce que c'est, à notre sens, un bien commun et on ne peut pas en faire n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Oui, tout à fait. Il y a une première question qui revient sur le fonctionnement du conseil municipal. Est-ce que, d'après vous, la droite manque au débat? Alors, je dirais déjà, ça nous amène, le résultat des élections nous amène à faire attention à ce que tous les fonds sorbets soient représentés. C'est pour ça que nous insistons dans la notion de participatif, d'impliquer les gens et le plus grand nombre et que les décisions, avant de prendre des décisions, il puisse y avoir des débats publics pour faire exprimer tout le monde. Et notamment ce courant de pensée qui n'existe pas officiellement et clairement. C'est pas rien de se dire qu'on a été élu, que ces élections, on a été élu avec moins de 67% des électeurs. Donc ça doit nous amener à une modestie énorme et en même temps à une responsabilité pour faire vivre la démocratie. Je vais être là aussi un peu taquin.
Je pense que les idées de droite arrivent à passer à travers certains positionnements de certains élus. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il va y avoir des débats qui vont y revenir. On a dit pendant la campagne que le positionnement de Citoyenneté 2000 nous interrogeait sur des aspects et voilà, et on avait soulevé le soutien qu'ils avaient, donc les soutiens de la République en marche. Voilà, donc ça, c'est des questions qui les embarrassent, c'est leur problème à eux, mais quelque part, ça existe. Après, en tant que démocrate, on regrette qu'il n'y ait pas une pluralité de représentation au sein du conseil municipal. Voilà. Les candidats de droite ont fait des choix, l'équipe n'a pas voulu se représenter, à soutenir une liste, à partir dans des façons de faire que nous, on ne cautionne pas forcément. Nous, on préfère la clarté, la transparence. On laisse chacun dans les choix qu'ils ont faits au détriment, on peut dire, de la démocratie. Je ne sais pas si Françoise et Christophe voulaient ajouter quelque chose sur cet aspect-là. Alors, s'il y a une autre question. Oui, alors une autre question, je crois que c'est un des points que vous avez discuté juste après, mais concernant la gestion de la crise Covid pendant le premier confinement, avez-vous obtenu des réponses soulevées, notamment avant les élections, et notamment sur les masques, entre autres? Alors, on a obtenu des choses puisque par exemple, les équipements informatiques pour que les enfants suivent les cours ont été donnés par la mairie, donc avec 2 mois de retard, ce qu'on avait dit pendant la campagne, mais ça a été fait. Sur les masques, on a relancé parce que on n'a pas l'habitude de laisser tomber un sujet. Hein. Quand on se préoccupe d'un sujet, on l'accompagne, même si c'est long et que ça peut paraître fastidieux. Donc, on a demandé en conseil municipal les résultats d'analyse du niveau de filtration de ces masques. On nous a donc communiqué un numéro qui correspondait à la certification. Nous sommes en train de vérifier. Ce numéro doit correspondre donc à un certificat et nous n'en trouvons pas trace. Donc nous avons relancé la municipalité pour savoir s'ils ne s'étaient pas trompés dans le numéro ou sinon de nous fournir un document écrit qui atteste bien que ces masques sont valables au niveau de leur capacité de filtration. Et on est dans l'attente d'un retour à cette demande qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, il va falloir encore une fois relancer. Mais nous pouvons raisonnablement penser que ces masques n'ont peut-être pas été certifiés. En tout cas, on n'arrive pas à en trouver trace sur tous les organismes officiels. Ce qui est, à notre sens, si ça se confirme, un scandale d'avoir exposé des gens en fournissant un masque qui n'avait pas sans les caractéristiques quand on sait ce que peut entraîner ce virus pour certaines personnes. Françoise, Christophe, vous voulez rajouter quelque chose par rapport on va enchaîner après sur le Covid aujourd'hui, mais sur les... Non, effectivement, j'ai participé un petit peu aux recherches. Effectivement, l'État dresse des listes, des fichiers en format Excel, et ce numéro de dossier est introuvable au niveau, puisque c'est un code DGA, mais ce code-là n'existe pas. Jusqu'au 30 septembre, dernier dossier, je crois, que nous avions regardé. J'ai encore fait des recherches le mois dernier. Rien ne ressort. Comme tu as dit, on a relancé, on attend toujours désespérément une réponse. Voilà. Le souci, c'est que Fonsorb a été fourni et toutes les communes du Murettec, puisque c'était une commande groupée du Murettec. Voilà. Donc, c'est 120 000 personnes qui ont pu être exposées au virus malgré elles, sans savoir. Voilà. C'est pas normal qu'en 2020, nous en soyons là et que les élus ne répondent pas devant leurs électeurs.
Pour compléter ce que dit Christophe, effectivement, donc c'était des masques qui provenaient, qui ont été fournis via le Mureté Agglo. Donc on est en lien avec d'autres communes et on travaille ensemble sur cette recherche. Et c'est aussi pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est quand même un sujet grave. Donc on travaille à plusieurs et on en est tous même au constat qu'on ne trouve pas de trace de la certification de ces masques. Je ne sais pas s'il y a Oui. d'autres questions, parce que l'heure tourne, donc on avait dit une heure. Oui, juste par rapport aux masques, je voulais rajouter, ceux qui ont été distribués, bon voilà, on a un doute sur la conformité, mais ce qui est bien, voilà, et ça, bon, on peut se féliciter, et c'est vrai qu'on l'a quand même répété pendant la campagne, les masques qui ont été distribués aux élèves de l'école primaire, puisqu'ils sont obligés d'avoir des masques à partir de l'âge de 6 ans, ont été fabriqués sur fond sobre, voilà, à Escapade Champêtre. On a quand même enfin réussi à faire fabriquer les masques sur fond sobre. Ça, on peut déjà se féliciter parce qu'elle aurait pu très bien dire il reste des masques à distribuer, on les donne aux élèves. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été fabriqué sur fond sobre et lui a bien la certification, ils sont bien conformes, il n'y a aucun doute. Voilà. Tout à fait. Mais cette certification, d'ailleurs, je l'ai trouvée effectivement dans le fichier Excel dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est les ateliers du lac à Fonsorbe qui ont une certification DGA. Une vraie. Sur le niveau de filtration, qui est le sujet important parce que c'est ce qui laisse passer ou pas le virus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, on va attaquer le dernier thème et puis après se diriger vers la fin de ce live. Alors, une question qui n'est pas directe avec le Covid, mais peut avoir un lien. Avez-vous avancé sur votre projet de plateforme entre ancienne et nouvelle génération ou plateforme d'entraide? Françoise, alors, on est dans la minorité municipale, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. On essaye de proposer des choses. Mais en tout cas, on réfléchit à ce qu'au niveau associatif, il se passe des choses. On va y venir tout à l'heure. Et nous, le lien intergénérationnel et le soutien, c'est la solidarité, c'est quelque chose de primordial. Françoise, tu peux dire peut-être au niveau des associations ce qui se passe, les associations caritatives, quelle est la réalité? Comme ça, on attaque un peu la question du Covid et savoir un peu ce qui se passe sur Fonsorbe. Oui, alors, à l'heure d'aujourd'hui, les associations caritatives arrivent à travailler en complémentaire, ce qui ne se faisait pas auparavant si facilement que ça. L'épicerie sociale est en constante augmentation. Voilà. Donc ça, par contre, en don, pour le deuxième confinement, en don, ils ont suffisamment. Ils ont dit que par rapport au premier, il n'y a rien à dire, ils ne seront pas en manque. Le Secours catholique, elle, par contre, c'est léger en alimentaire. Donc là, c'est vrai que la mairie, là aussi, on n'a pas été spécialement informé. On en avait parlé en conseil d'administration, mais ça n'a pas été vraiment écrit et nous, on n'en a pas été informés, les minorités. Ils ont fait des dons, des bons d'achat à chaque association caritative, mais sans nous en informer. Voilà. Je n'ai rien contre, puisque ça, c'était une idée que de toute façon, j'avais déjà défendue au premier confinement, parce que j'avais fait le tour de toutes les associations caritatives et elles étaient en manque, puisque nous, on avait fait une collecte personnelle dans notre groupe L'Humain d'abord et qu'on avait distribué au Secours catholique et à l'épicerie sociale pour compléter. Et si ce n'est qu'encore à aujourd'hui, il y a quand même des difficultés pour accompagner toutes les personnes qui sont demandeuses d'aide. Voilà, parce que c'est tout mélangé, que ce soit du logement, que ce soit du financier, que ce soit alimentaire. Voilà. Donc, toutes les associations ne peuvent pas subvenir aux demandes. Encore là, la semaine dernière,
Il y a l'association Sac à dos 31, je la cite, il n'y a rien contre, a découvert qu'une famille avec 4 enfants dormait dans une voiture sur la commune de Fonsorbe. Ils se sont démenés avec le Secours catholique pour arriver à loger ces personnes-là. Voilà. La mairie n'en avait pas connaissance et quand ils ont été la voir, ça a été très très difficile pour arriver à trouver une solution. Voilà, mais ils se sont démenés, ils y sont arrivés, je les en félicite. Alors c'est vrai que pour arriver à pallier à toutes ces demandes, nous on a une idée qu'on souhaiterait encore proposer, mais toujours pareil, on est dans la minorité. C'est la réserve citoyenne, parce que la plateforme qui avait été proposée pour le premier confinement n'a pas trop plu à la mairie, de peur d'avoir des personnes qui allaient abuser des personnes faibles, voilà. Donc elles n'ont pas adhéré à la plateforme. Et c'est vrai que là, peut-être faire une réserve citoyenne, parce que vu que l'ampleur que ça prend, tout le monde a besoin d'aide. Hein, et voilà. Donc que quelqu'un donne un peu de temps à chaque personne, à son voisin. Je veux dire, ça fait du bien à tout le monde, à celui qui reçoit et à celui qui donne. Voilà. Donc c'est à voir et à proposer toujours pareil en commission CCAS. Mais il faut être entendu, toujours pareil. Tu peux expliquer ce que c'est la réserve citoyenne? Alors, la réserve citoyenne, c'est des volontaires qui vont s'inscrire sur une liste proposée, hein, bien sûr, c'est mené par la mairie, toujours pareil, il y a quand même un chef. Hein, voilà. Et c'est des personnes. Alors, les missions principales, elles sont effectuer des maraudes dans différents quartiers de la ville afin d'identifier les besoins et venir en aide aux personnes concernées. Faire l'intermédiaire, justement, comme je vous disais, entre les associations. Parce que les associations ne peuvent pas tout gérer. Après, la réserve peut aider les bénévoles de l'association, aide les familles qui ne peuvent plus se réunir dans un local actuellement. Les volontaires de la réserve les aideront à poursuivre leur mission, contactant les ménages fréquentant l'association. Voilà. Effectuer les collectes alimentaires, les produits obtenus seront redistribués aux associations locales. Et après, peut-être participer à un portage de livres de la médiathèque à domicile. Voilà, parce que bon, voilà, il y a du personnel à la médiathèque, mais ils ne sont pas non plus nombreux. Donc, c'est vrai que les bénévoles peuvent aider à aller au portage des livres, hein, et ça permet d'échanger, si vous voulez. Et la personne, si elle est isolée, elle peut discuter plus ou moins avec les personnes bénévoles, ce qu'elle n'aurait pas peut-être le temps des agents de la médiathèque. Ce que l'on voit avec ce retour du virus et cette période de confinement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté. Alors, des gens de citoyens, de Fonsorbet, qui perdent leur boulot, qui étaient en intérim, qui perdent leur contrat d'intérim, qui se pensaient dans des situations stables et qui sont en train de se casser la figure. Il y a des secteurs entiers qui sont où on peut être très inquiet sur le fait qu'ils continuent à pouvoir fonctionner sans qu'il y ait des licenciements massifs. On ne sait pas comment ça va se terminer tout cela. On a des associations sur la commune qui commencent à être en difficulté, des commerces qui sont en difficulté, des entreprises qui sont en difficulté. Donc il faut que on fasse jouer à plein la solidarité pour faire face et on poussera nous pour que la municipalité se montre aussi solidaire, en sachant que c'est très difficile de savoir quelle réalité on va rencontrer d'ici 2-3 mois. Là, il semble que le confinement, de façon live, va quand même continuer. Les restaurants ne pourront pas réouvrir, donc on peut être très très inquiet sur, pour certains, comment ils vont faire pour se relever. Donc, je pense que la solidarité doit jouer à plein pour ceux qui arrivent à passer au travers ou qui, pour X raisons, sont un peu plus avantagés que d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va. D'autres questions? De voir avec la régie, c'est compliqué. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. On permet d'enchaîner. On a commencé sur le Covid, qui retouche
toute la commune. Donc, on s'est félicité que la municipalité a envoyé un courrier au préfet pour dénoncer et s'alerter des commerces non essentiels qui étaient fermés, avec la notion de non essentiel à définir. Je trouve que c'était une bonne chose et on a soutenu cette démarche. Parce que je viens de dire, on est quand même très inquiet des conséquences de cette épidémie. En travaillant au quotidien, que ce soit Françoise, Christophe et moi, en étant en lien avec Marie, on s'aperçoit que il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent en difficulté de commerce. Voilà, on sent que ça peut très très vite basculer pour beaucoup de monde. Et que notre système social qui était soi-disant très très élaboré, il touche un peu ses limites. Il faut dire que la crise est forte. On ose s'imaginer comment ça doit être dans d'autres pays et l'état des gens dans certains pays. On a quand même ce filet, mais qui commence à se distendre. Et on pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de solidarité et savoir mettre en place des bonnes priorités pour que tout le monde s'en sorte du mieux possible. Je ne sais pas si Christophe et Françoise, par rapport au Covid, vous voulez amener des éléments sur la situation sur la commune. Sur la situation actuelle, voilà, tu as dit ce qu'il y en avait. Par contre, pour ce qui est des aides, il y a des aides supplémentaires. Alors, je ne sais pas si on va les communiquer. C'est des bons solidaires. Alors, c'est distribué par le département. On peut faire la demande directement en ligne ou solliciter une assistante sociale du département. Voilà, vous pouvez aller à la Maison des Solidarités qui se trouve à côté du CCAS. Voilà, faire la demande. Alors, les bons vont de 150 € jusqu'à 300 €. C'est des aides financières. C'est des bons comme les chèques, les tickets restaurants qui vous sont attribués. Voilà. Et ça, c'est le conseil départemental qui l'a mis depuis le premier confinement. Et ils l'ont pérennisé. C'est énormément utilisé. Il y a beaucoup de demandes. Ça traduit qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, c'est les retours qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de basculer, qui se pensaient, qui vivaient à peu près correctement ou qui s'en sortaient et qui là se retrouvent en grande difficulté. Il faut avoir à l'esprit que cette crise risque de mettre à mal tout le monde à tous les niveaux. Des gens qui pensaient qu'ils étaient sur une situation qui était stable s'aperçoivent que boum, tout s'écroule. Voilà. Donc il faut avoir en tête que tout le monde peut être potentiellement concerné par les conséquences économiques de cette crise, des mesures qu'on est obligé de prendre. Et d'où l'importance de respecter les gestes barrières, de faire très attention parce que si chacun individuellement on fait l'effort pour ne pas que le virus se propage, plus vite on pourra en sortir. Et moins il y aura de gens aussi qui en souffriront, qui sont malades. Les hôpitaux actuellement sur la région toulousaine sont saturés. Donc on vous invite vraiment à faire cet effort de respecter les gestes de protection et les gestes nécessaires pour participer à la lutte contre l'épidémie. On sait qu'il y a plein de questions qui se posent, il y a plein de questions sur la façon dont c'est géré le gouvernement, dont gère le gouvernement cette crise, sur les consignes. On en est, je pense, la plupart tous conscients. Il faudra savoir en tirer des enseignements, là aussi. Mais dans l'urgence, c'est faire en sorte que le virus soit derrière nous et que chacun retombe sur ses pattes le mieux possible. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là parce qu'on a débordé ce qu'on s'attendait un peu que ça ait débordé. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Mais de toute façon, s'il y a des questions qui sont arrivées, on les traitera la fois suivante. Donc, je vous propose qu'on en reste là pour ce live ce soir. Je redis par rapport à la solidarité qu'il y a un site Fonsorbe Solidarité sur lequel vous pouvez aller trouver des informations, déposer des demandes, dire vos témoignages.
où il y a toute une série de conseils. Si vous voulez faire preuve de solidarité aussi, vous pouvez vous proposer sur ce site-là. Donc, Fonds Solidarité, on diffusera les liens sur les réseaux sociaux. C'est aussi sur Facebook. Voilà, mais les personnes qui s'occupent de la technique vous donneront toutes les infos là pour que vous puissiez vous connecter dessus. Voilà, toutes les initiatives et tous les gens qui veulent s'investir sont bons à prendre. Respectez bien les gestes de protection pour enrayer cette épidémie. C'était un plaisir pour nous de se retrouver après cette période d'absence. On va reprendre notre dynamique militante, d'aller vers les gens pour faire vivre l'humain d'abord sur toute la commune, parce qu'on veut que la gauche existe, mais que le débat démocratique existe, que l'écologie existe, que le social existe, et que l'humain soit vraiment au cœur de la vie de notre commune. Je vais remercier une nouvelle fois Patrick, Jean-Luc et Yannick qui sont à la technique, qui ont permis de ce live. Pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Je fais une précision aussi. On respecte les gestes barrières pour le coup parce qu'on est chacun à notre domicile. Et donc, les magies des réseaux sociaux et de la technique nous permettent de faire cette diffusion que nous espérons que c'est passé dans les meilleures conditions techniques possibles. Et je les félicite encore pour tout le travail qu'ils ont fait. Je peux en témoigner. C'est un sacré travail pour organiser tout ça. On va se retrouver dans un mois pour un nouveau live. On communiquera la date une dizaine de jours avant. On calquera en fonction de l'actualité. Et je vais remercier Françoise Bobo, Christophe Bonnet. C'est un plaisir de faire ce premier live avec vous. Et j'espère que les personnes qui vont le regarder, puisque ça va être possible de le regarder sur les réseaux sociaux, prendront aussi du plaisir. On vous dit à bientôt. Fonds Lubin d'abord est ouvert. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous êtes tous les bienvenus. On se dit dans un mois, d'ici là, que la solidarité nous accompagne à tous et ne laissons pas un être humain sur le bord de la route. À bientôt et une bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée. Prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir. Au revoir.